Alors, je commencerai par cette conviction moult fois vérifiée que les participants aux entretiens de Valpré sont plus proches de la foule sentimentale que de la meute de loups, ce qui doit quand même nous rassurer d'une certaine manière, mais avec quand même un goût prononcé pour le réalisme et le regard à 360 degrés. Et alors nous y voilà, parce que pour parler du vivre ensemble, il nous faut regarder, faire le tour du monde tel qu'il est, et donc voir, aborder maintenant, pendant ces trois quarts d'heure, comment nos organisations, comment les organisations en général, que ce soit des entreprises, des associations, des syndicats, etc., peuvent prétendre aider à faire société. Et comment pourraient-elles le faire en fermant les yeux sur la réalité de la solitude? C'est le thème de notre table ronde. Je commencerai en donnant quelques statistiques sur la solitude en France. Ces statistiques sont issues du rapport de 2023 qui a été édité par la Fondation de France et publié par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, publié en février 2024, donc les chiffres sont récents. On estime que dans ce rapport que 11%, donc on va dire un Français sur 10 pour que le chiffre fasse mémoire, sont en situation d'isolement, mais le sentiment d'isolement multiplie par 2 ce chiffre. C'est un Français sur 5, soit presque 10 millions de personnes qui se sentent régulièrement seules, dont donc 16% sur ces 20% qui en souffrent de cette solitude. Alors les facteurs aggravants de la solitude, on les connaît, on va peut-être en reparler. C'est vivre dans le monde rural, donc dans un espace, on va dire, urbain qui est très diminué, donc où l'habitat est dispersé. C'est des lieux mal desservis par les services de mobilité, et ça, les jeunes sont particulièrement sensibles à ça. C'est évidemment la question de l'âge, donc plus on vieillit et plus on peut se retrouver en situation d'isolement. Et enfin, la précarité ou les faibles ressources, avec une mention spécifique des situations d'immobilité de personnes, en particulier de femmes au foyer dans les quartiers prioritaires. Juste un rappel statistique, les quartiers dits prioritaires en France représentent 5,5 millions d'habitants. Voilà. Donc, au cours de ce rapport, et en fait, c'est aussi au cours de la réflexion qu'on a eue en amont de notre rencontre, on a bien fait le distinguo entre l'isolement, qui est l'état d'une personne, voilà, qui a plusieurs critères, et la solitude, qui est un état émotionnel dans la situation que l'on traverse. Alors, pour notre table ronde, nous allons nous concentrer sur la capacité du monde du travail et de l'engagement associatif, pour essayer d'être inclusif pour tout. Donc, cette capacité à changer cet état de choses, à lutter à la fois contre l'isolement et contre le sentiment de solitude. Le questionnement va être un petit peu plus précis. Comment l'insertion dans une entreprise peut être l'occasion d'un lien social plus grand? Comment la question se pose dès l'embauche? Comment la vie interne de l'organisation peut être un élément où les situations de solitude ne soient pas créées? Comment donc le vivre interne, la manière de vivre en interne de l'organisation ne crée pas des barrières supplémentaires, etc., etc. Je ne veux pas déflorer ce que vous allez nous dire. Donc, pour aborder tous ces sujets, 3 invités qui vont nous aider à tracer un chemin d'espérance dans le bien commun à la suite de nos organisations. Donc, la première personne, donc je vais les présenter par ordre d'arrivée dans le débat. Donc, c'est le père Jean-Marie Petitclerc, qui est prêtre salésien, éducateur, auteur de nombreux ouvrages et de tribunes. Merci Jean-Marie d'être avec nous. Ensuite, Rodolphe Pasquier-Desvignes, qui est directeur de la Fondation Saint-Irénée.
Et puis Dominique Coatanéa, théologienne aux facultés Loyola de Paris, qu'on appelait avant cet hiver, l'hiver dernier, le Centre Sèvres. Alors, pour commencer, Jean-Marie, c'est avec toi qu'on va ouvrir ce débat. Comme éducateur, tu as arpenté les cours d'école, les cités, les quartiers, les couloirs ministériels aussi. Tu as rencontré la solitude sociale, l'isolement. Tu sais que ce ne sont pas des notions, mais des réalités que tu as côtoyées de près. Alors, pour commencer, peut-être pour nous aider à réfléchir, peux-tu nous dire, et ensuite donc nous dire comment tu reçois ces réalités-là, et puis tout de suite après nous dire si tu as déjà entrevu des chemins pour sortir de ces situations-là. Oui, je crois que tu as raison de distinguer l'isolement qui est factuel, l'absence de lien, de la solitude qui est un sentiment, un ressenti. On peut être entouré et être seul. Je connais des lycéens, des collégiens qui sont entourés par tous leurs camarades de classe et qui se sentent très seuls dans l'incapacité de construire une relation d'amitié. Je connais des jeunes hyper connectés avec des milliers de followers, mais qui en fait sont seuls. Quand on est devant son écran, on est seul. Et dans cette étude, remarquons que ce sentiment de solitude est encore plus partagé par la jeunesse que par les personnes âgées. Ce sentiment de solitude me semble être à la croisée de deux perceptions. La première, c'est que sa parole n'est pas prise en compte. Vous savez, je crois que chaque personne, c'est un verbe fait chair et qu'on existe. On existe par sa parole. Prendre conscience que sa parole, finalement, n'est pas prise en compte. Et deuxième perception, le fait de se sentir inutile. Vous savez, comme le chant de Goldman, dans une chanson célèbre, on a tous besoin qu'on ait besoin de soi. Le drame de l'exclusion, c'est ce sentiment d'inutilité sociale. Je connais des jeunes au bord du suicide, non pas qu'ils n'aient pas été aimés, ils vivent dans des familles aimantes, non pas qu'ils n'aient pas été aidés, ils ont rencontré des kyrielles de psy. Mais ce qui manque parfois, c'est de rencontrer un adulte capable de dire « j'ai besoin de toi ». Et là, il me semble que l'apport principal de l'entreprise pour lutter contre ce sentiment de solitude, c'est bien la reconnaissance de cette place, de cette utilité. Me revient une anecdote d'une discussion avec une bande de jeunes sur une cage d'escalier de Chanteloup-les-Vignes. Et l'un, donc, en période d'essai, venait de se faire remercier par Peugeot-Poissy. Et je l'interrogeais sur le motif. Une nouvelle fois, il s'était absenté sans du tout avoir prévenu sa hiérarchie. Je dis, effectivement, on a besoin de toi, entreprise. Oui, me dit-il, mais ma grand-mère était malade. J'ai beaucoup de compassion pour ta grand-mère, mais dans la place de l'atelier, tu imagines. Alors me dit-il, mais frère Jean-Marie, ils sont 1625 ouvriers à travailler sur le site. Alors tu crois que si moi je manque, ça change quelque chose? Eh bien je dis oui. Et c'est la grande différence avec la seule institution qu'il connaissait, qui est l'Éducation nationale, où effectivement, lorsque l'absence est justifiée, elle n'est pas sanctionnable, et où il avait comme écho que la classe fonctionnait plutôt mieux sans lui qu'avec lui, au vu du comportement qui était le sien. L'entreprise, c'est vraiment effectivement ce lieu où le jeune va pouvoir réellement expérimenter une place et qu'il est véritablement utile. Il me semble que le plus grand apport de l'entreprise, c'est de faire comprendre à chacun de ses collaborateurs que l'entreprise a besoin d'eux. Vous savez, je crois que le sentiment le plus douloureux aujourd'hui de l'ouvrier qui perd son emploi, c'est celui finalement de penser que finalement, alors qu'il le croyait, qu'on n'avait pas besoin de lui. Alors, le pape François a repris de la théologie sud-américaine qu'il a beaucoup travaillé quand il était donc jésuite en mission pour la province d'Argentine, avant donc d'être archevêque de Buenos Aires puis pape. Donc il a repris de cette grande tradition de pensée-là le concept d'amitié sociale, et qu'il a presque consacré dans l'encyclique Fratelli Tutti, qui est son avant-dernière encyclique. Est-ce que cette idée donc
donc d'amitié sociale qui a débouché ensuite sur l'idée de fraternité. Est-ce que cette idée de fraternité, pour toi, est un élément, un bon outil pour avancer dans le sens d'une inclusion des personnes seules, ou alors c'est un idéal qui n'est pas adapté parce que la fraternité mettrait en jeu d'autres déterminants? Alors, je ne voudrais pas entrer en contradiction avec le langage utilisé par notre cher pape François, mais il est vrai que je préfère ce terme de fraternité. La fraternité, c'est différent de l'amitié. C'est quoi la grande différence? C'est qu'on choisit ses amis alors qu'on ne choisit pas ses frères. Dans une famille, lorsque le cadet surgit, l'aîné n'a pas choisi sa venue. Et au contraire, des fois, il le vit un peu comme une menace par rapport à l'équilibre familial antécédent. La fraternité, c'est aussi différent de la solidarité. Je vois que certains maires voudraient ajouter au fronton de leur mairie cette valeur de la solidarité, mais quand je donne 5 € à un SDF, je pose un geste de solidarité. Avec ces 5 €, il va peut-être se manger un sandwich ou bien s'offrir un verre de vin. Mais si je ne le regarde pas, si je n'écoute pas ce qu'il a à me dire, c'est pas un geste de fraternité. La fraternité suppose la réciprocité. J'ai en mémoire ce SDF qui rendait un billet de 10 € à une belle dame en disant « Mais madame, vous m'avez même pas regardé, reprenez votre fric ». Et je crois que ce dont les gens ont le plus besoin, c'est de cette fraternité que je définirais, à la lumière des travaux de Xavier Thévenot, l'éminent théologien moraliste salésien, comme étant à la fois une expérience de similitude et de différence. C'est ça la fraternité. À la fois similitude, je participe à la même humanité, j'ai les mêmes droits, et puis de différence. L'autre est différent de moi. Et il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, nous aurions tout intérêt à approfondir cette notion. Liberté, égalité, fraternité, voyons-nous sur tous les frontons de nos mairies, mais ces trois valeurs ne sont pas de même nature. Liberté, égalité, c'est de l'ordre du droit. Fraternité, c'est de l'ordre du devoir. Ce n'est pas un droit d'être frère, c'est un devoir. Et nous sentons bien que si ce devoir de fraternité s'estompe, bien vite, les droits de certaines minorités sont menacés. Il me semble d'ailleurs que la fraternité est vraiment la clé de voûte de l'édifice républicain, parce que la liberté sans la fraternité pourrait virer à la toute-puissance, et l'égalité sans la fraternité pourrait virer à une idéologie égalitariste. Alors, développer un climat fraternel. Alors qu'on parle d'entreprise citoyenne, j'aimerais dire que c'est une entreprise qui va savoir développer ce climat de fraternité à l'intérieur de ses murs et de son organisation. Et cette fraternité qui va se caractériser, et là, effectivement, une des thématiques fortes de la doctrine sociale de l'Église, par cette attention aux plus faibles. Vous savez qu'on mesure la force d'une chaîne à la résistance du maillon le plus faible. C'est la résistance du maillon le plus faible qui est le meilleur indicateur de la force d'une chaîne. Et j'aime dire qu'on mesure la force d'une organisation humaine à l'attention qu'elle porte aux plus petits, aux plus fragiles. Pourquoi, me semble-t-il, réfléchir à l'apport de l'entreprise dans le vivre ensemble? Ce qui doit caractériser notre vivre ensemble, c'est bien cette notion de fraternité. Vous savez, j'aime dire, nous sommes tous un peu sidérés, angoissés par cette montée de la violence à laquelle nous assistons, avec des auteurs de plus en plus jeunes. On en voit même certains capables, pour une dizaine de milliers d'euros, d'aller signer un contrat pour tuer un inconnu. Mais j'aime dire que la violence, c'est naturel. La manière naturelle de régler un conflit, c'est la violence. A en conflit avec B, vous supprimez B, le conflit est réglé. Ce qui n'est pas naturel et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix. La capacité d'établir une relation pacifique avec celui qui ne partage pas les mêmes objectifs que moi, qui n'est pas doté des mêmes convictions que moi, ça, c'est pas inné, ça s'apprend. Éduquer à la fraternité, je crois que tous, adultes que nous sommes, que l'on soit parents, enseignants, animateurs, chefs d'entreprise, cadres, tous nous devons être porteurs de cette mission auprès de la jeune génération d'être des éducateurs de la fraternité. Jean-Marie, est-ce que tu as testé cette idée de devoir de fraternité auprès de chefs d'entreprise déjà? Et quelle a été leur réponse? Oui, vous savez,
on sent bien qu'il y a des fois un écart culturel entre la culture de ces jeunes des quartiers et la culture de l'entreprise. J'ai beaucoup travaillé après les émeutes du début des années 90 avec les grands groupes industriels qui étaient situés sur des secteurs où il y avait d'énormes tensions entre Mantes-la-Jolie, Chanteloup-les-Vignes, Argenteuil. Les jeunes se caillassaient la nuit et certains se retrouvaient dans les mêmes ateliers le jour. Et combien effectivement, vous voyez, des chefs d'atelier qui étaient un petit peu sidérés par ce qui se passait, des violences qui n'avaient pas au cœur une logique d'entreprise, mais qui étaient importées de l'extérieur. Et combien de se dire l'importance du regard, apprenant à découvrir les codes. Et bien sûr, l'entreprise a ses codes du vivre ensemble, mais combien il est important de prendre le temps de les enseigner. Un tout petit exemple. Des fois, je voyais chef d'entreprise, un jeune se présente avec sa casquette sur la 7, aussitôt de manière un peu agressive, il dit « Allez, enlève ta casquette !» Et il le vit comme étant un signe d'impolitesse à son égard. Or, ce n'est pas la manière dont le jeune le vit. Le jeune vit ce rapport à la casquette comme étant le signe d'appartenance à ce monde des jeunes qu'il souhaite représenter. Combien c'est important, l'esprit de fraternité, c'est de comprendre les réactions de l'autre. Et c'était une intervention que je faisais, je crois que c'était un congrès des EDC, en disant « Je ne vous comprends pas, vous chefs d'entreprise ». Un jeune arrive avec une casquette sur la tête, aussitôt vous l'interpellez de manière agressive. Un évêque arrive avec une espèce de petit chapeau ridicule sur la tonsure, vous lui dites rien. Bon, ce sont que des codes. Le fait d'avoir quelque chose sur la tête, que ce soit interprété comme une impolitesse. Mais combien il va être important dans ce climat de fraternité d'apprendre à découvrir un petit peu les codes du vivre ensemble de cette jeunesse que l'on embauche, si on veut effectivement permettre à ce vivre ensemble de se bien dérouler au sein de l'entreprise. Merci Jean-Marie. Garde ton énergie pour la suite du débat. C'est un côté que peut-être tu vas être nommé évêque un de ces jours, donc ça va quand même compliquer ta prise de parole. Rodolphe Pasquier-Desvignes, on vient de voir avec Jean-Marie les ressorts possibles de l'intégration des personnes seules dans les organisations et dans la société en général, avec ce devoir de fraternité qui arrive un peu comme un projectile dans le débat. Alors on va pousser la porte des organisations elles-mêmes et se demander avec toi comment faire pour que des personnes qui se ressentent seules à l'intérieur des entreprises puissent passer cette frontière du ressenti d'une forme de solitude. Donc, ma première question, c'est quelle est la réalité de ce phénomène, si tant est qu'il soit connu. Peut-on même poser la question presque naïve, comment est-ce que c'est possible de se ressentir isolé dans une organisation où justement la coordination des fonctions et des personnes est le maître mot? Alors, la première chose quand même, on l'a vu dans le débat précédent, c'est que l'arrivée d'un salarié dans l'entreprise, c'est d'abord un contrat individuel qui est basé sur une fiche de poste, des compétences, des missions, des objectifs personnels, le tout intégré dans une matrice. Donc effectivement, la structure de l'entreprise et la finalité du travail font qu'on crée d'abord une situation d'isolement où l'employé a d'abord et avant tout, dans sa relation à son employeur, à rendre des comptes sur ce qu'il a fait au titre de ses missions. Donc c'est effectivement quand même le premier paradoxe du vivre ensemble, c'est qu'à la fin, quand on doit évaluer la relation entre le salarié et l'entreprise, le respect du contrat de travail, ça reste toujours une question individuelle. À un moment ou à un autre, quand on parlera salaire ou pérennité de l'emploi, on parlera objectif, performance, réussite et intégration dans le reste de l'entreprise. Est-ce que dans l'art du management, alors, on peut passer au stade 2 et essayer de vaincre cette première situation d'isolement? De quoi tu as été témoin, toi? Alors oui, on a entendu ça aussi avant. On a tous les efforts faits par les entreprises pour créer de la convivialité, faire en sorte que être à côté de son voisin, ça devienne un moment agréable à travers des moyens de briser la glace, comme du team building, comme des séminaires, ou simplement passer des bons moments à table. En fait, il y a une approche qu'ont beaucoup engagé les entreprises en ce moment autour d'actions sur la RSE, que j'ai trouvé très intéressante plutôt par les effets induits que ça peut avoir en termes de fraternité.
Vous avez vu probablement beaucoup d'entreprises mobiliser leurs salariés sur des actions, par exemple courir ensemble pour le cancer du sein, courir pour elle, ou pour la mucoviscidose, participer à des actions de Téléthon, faire des dons de congés payés ou bien des arrondis de salaire. Il y a énormément d'entreprises qui vont initier des actions pour clairement afficher leur intention d'avoir une valeur sociale, au-delà de leur valeur économique. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est ce qui se passe réellement dans l'entreprise, cet effet induit, où en fait vous allez voir des amitiés et des liens fraternels qui vont se créer entre des tas de gens de services différents, la production, la compta, la finance, la com, qui vont briser tous les clichés qu'ils vont avoir, les préjugés sur, de toute façon les gens de la com ils sont comme ci, et puis les autres c'est tous des bourrins, et ainsi de suite. Où en fait on se retrouve ensemble à aller courir, ou à aller faire une maraude, ou à aller faire une collecte, et en fait on crée une amitié durable, où les gens vont se retrouver à nouveau à la cantine ou dans d'autres circonstances. Et il sera vraiment passé quelque chose à ce moment-là où ils se seront retrouvés finalement une affinité tout à fait autre qui parle avec le cœur. Et c'est ça c'est là où je trouve que c'est très intéressant, c'est la générosité, faire amener les gens à être généreux vers les autres, qui les amène finalement à partager et créer une vraie amitié fraternelle entre eux, du lien social dans l'entreprise. J'ai envie de dire, en fait, en allant aider l'autre dehors, eh ben, je rencontre mon voisin. Et je trouve que c'est en fait une magie qui s'est créée à travers quelque chose dont ça n'était pas l'intention. Et je trouve que c'est très intéressant que les entreprises puissent poursuivre ce genre de choses. Mobiliser des gens sur une cause, c'est bien, mais en fait, pour un faible investissement, le retour derrière en termes de lien social dans l'entreprise est absolument incroyable. Mais est-ce que tu n'es pas en train de nous dire que l'entreprise redécouvre la Lune? On sait très bien que les personnes ont une personnalité cachée. Enfin, non pas qu'ils en fassent mystère, mais en fait, on ne dit pas tout de ce que l'on est dans une entreprise. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise que d'aller à cette frontière-là de la personnalité pour faire révéler des aspects cachés, donc dans ces moments autres que le travail, mais liés à la sphère du travail? Alors, c'est un aspect culturel intéressant. Effectivement, dans l'entreprise, on aime créer de la convivialité et les gens vont assez spontanément parler de leur hobby. Celui qui va faire l'UTMB, celui qui est allé faire l'Urban Trail, ceux qui vont faire d'autres marathons. Il y a des choses qui se connaissent, qui se partagent. Bon, moi je ne fais aucun des trois, donc j'ai pas beaucoup d'amis dans l'entreprise, c'est pas grave. Mais en fait, il y a déjà un premier réseau qui se fait, mais que j'appellerais assez superficiel. Et autour de l'action qu'on peut avoir dans la générosité qu'on a vers les autres, quand on va participer à des activités, justement, comme je disais, dans des maraudes, ou bien soutenir des actions dans une paroisse, ou bien faire des collectes par ailleurs, et ainsi de suite, en fait, j'ai une part de moi-même qui, dans la dimension intégrale de ma personne, n'est jamais prise en compte dans l'entreprise, et sur lequel j'ai une très grande pudeur. Les gens n'osent pas dire ce qu'ils font à côté. On sait très bien qu'un tel, il fait du sport, que l'autre, il fait de l'apiculture, que le troisième, il a une maison à la campagne où il adore faire du jardinage. Mais en fait, est-ce qu'on sait ce qu'il a été faire un peu plus loin? Et en fait, on en parle peu. Et là, le message que j'ai envie de passer, c'est qu'il y a, à mon avis, ici, un trésor caché absolument incroyable, d'une vraie fraternité qui peut se créer dans l'entreprise. L'autre jour, j'ai accompagné une association qu'on soutient, la Coiffure du Cœur, qui faisait donc une maraude à Perrache. Et j'ai découvert là-bas une personne, une dirigeante d'une grande banque nationale sur Lyon, et responsable du secteur entreprise, donc c'est quand même un métier important, qui était en train de couper les cheveux de SDF qui étaient là. Et je lui dis, mais c'est incroyable, j'aurais jamais cru que tu faisais ça. Il me dit, ah non, mais ça je le cache, hein, je fais bien, comme on l'a entendu tout à l'heure, vie privée, vie professionnelle. J'en ai vu un autre qui me disait, que j'ai rencontré une fois avec l'association Magdalena, qui fait de l'accompagnement des femmes qui veulent sortir de la prostitution, qui est directeur financier et juridique d'une grande entreprise. Je lui dis, mais c'est incroyable ce que tu fais. Il dit, oui, non, mais on n'en parle pas. C'est mon jardin secret. Et c'est là où on peut revenir, puisque François voulait qu'on parle de doctrine sociale de l'Église, donc sur la dimension intégrale de la personne. En fait, la personne, quand elle vient au travail, elle n'a pas laissé son âme dehors.
Et cette part d'âme, en fait, c'est ce qui va la rapprocher avec les autres. Donc l'enjeu pour le manager et l'enjeu pour les RH des entreprises, parce que c'est quand même un peu le sujet, c'est comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que cette part de générosité, cette part du cœur que chacun a, je peux la faire émerger parce que c'est ça qui va rapprocher les gens, parce que c'est ça qui va faire que les voisins de bureau vont devenir en fait des gens qui se partagent beaucoup plus que simplement une culture d'entreprise, mais quelque chose de très profond en eux et qui vont créer un réseau d'amitié, de relations extrêmement profond. Merci. Dominique, maintenant, on a besoin de ton regard pour continuer notre réflexion. L'éthique, d'une certaine manière, c'est la science du souhaitable possible. C'est donc cette question qui vient. Comment regarder au-dessus du mur de la solitude avec le plus de réalisme possible pour créer du lien? Ma première question, c'est est-ce qu'il est légitime d'attendre des organisations, qu'elles soient des entreprises, des administrations ou autres, qu'elles endossent ce rôle de créer du lien au-delà de ce qui est strictement nécessaire dans la fonction professionnelle attendue? Voilà, est-ce qu'il existe aujourd'hui des expérimentations heureuses qui montrent qu'on peut déplacer cette ligne-là? Alors, je vais m'appuyer sur ce que viennent de dire Jean-Marie et puis Rodolphe à l'instant, en essayant de reprendre un des propos que je viens d'entendre avec vous tout à l'heure, qui consiste à dire, au fond, l'enjeu pour les entreprises aussi, c'est de décloisonner les esprits. Exactement ce que tu viens de souligner. Dire, au fond, peut-être que la mission, les valeurs que portent les entreprises pourraient être questionnées dans les deux sens. Je m'explique. Il y a énormément de générosité. Tout à l'heure, Jean Viard nous disait, mais la France est un pays extrêmement généreux. Et de fait, les expériences que nous venons de souligner montrent cette expression de générosité qui, généralement, trouve expression dans la vie associative. Et la vie associative, nous en avons tous besoin. Mais il y a des expérimentations qui me semblent porteuses de cette capacité qu'ont les entreprises, les associations, les politiques publiques de décloisonner ensemble les représentations de qu'est-ce que ça veut dire des sociétés inclusives qui luttent contre l'exclusion des derniers ou l'oubli des derniers. Si on inverse la dialectique du travail et si on ne commence pas par se dire il faut un poste de travail pour répondre au chômage de longue durée. Et si on se disait il y a du travail, pas forcément monétisable, mais peut-être que si on inverse les choses et si on dit il y a des hommes et des femmes qui ont de la générosité, qui ont des capacités, on pourrait dire, qui ont des possibilités de faire, mais qui sont, comme le soulignait cette page évangélique de l'ouvrier de la 11e heure, systématiquement laissés en dehors du marché du travail. Et c'est cette inversion de la dialectique qu'a mise en œuvre une expérimentation dont je vais vous parler et qui avait Villeurbanne parmi les 10 territoires expérimentaux, il y a déjà 10 ans, c'est l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. On a eu le maire de Villeurbanne tout à l'heure, donc c'est une expérience qui lui parle. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une utopie, on pourrait dire, portée, maturée de longue date dans le giron d'ATD Quart Monde, et notamment de Patrick Valentin, qui était un acteur de l'inclusion sociale à travers des entreprises d'insertion, donc qui connaissait très bien ce monde du travail, et qui, pendant longtemps, n'a pas cessé de dire « mais du travail, il y en a ». Le problème, c'est l'adéquation entre le travail, la possibilité pour les entreprises de monétiser ce travail et pour les personnes durablement exclues du monde du travail à y revenir. Et donc l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, c'est choisir des territoires qui vont faire se lever ce désir ensemble, politique publique, politique entrepreneuriale du territoire et acteurs associatifs, de créer
une entreprise à but d'emploi. Donc, voyez bien, il s'agit bien de créer une entreprise. Pourquoi une entreprise ? Parce que il est nécessaire de réinsérer ceux qui n'ont pas de contrat de travail à partir de ce qu'on a entendu sur la mission des entreprises. La mission des entreprises, c'est de gérer des hommes et des femmes au travail, dans une dynamique qui va leur permettre de retrouver la dignité de travailleurs. Avoir un travail, c'est avoir une position sociale. Pour ceux qui en sont exclus durablement, c'est relever la tête. C'est vraiment une marche des fiertés. Et donc, cette entreprise à but d'emploi cherche l'exhaustivité sur le territoire, que tous ceux qui sont durablement éloignés de l'emploi puissent être salariés en CDI. Et comment le faire ? Par une loi d'expérimentation qui a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat, portée par Laurent Grand-Guillaume, qui est député, et qui permet de faire quoi ? De rassembler tous les guichets d'aide sociale fléchés vers cette entreprise à but d'emploi qui va pouvoir salarier et inventer, et voilà la deuxième piste, inventer avec les hommes et les femmes qui sont du coup réinsérés dans le monde du travail, le type de service monétisable qui va être proposé sur le territoire. Ça peut être couper du bois pour les personnes âgées qui ne peuvent plus. Ça peut être recycler pour Saint-Gobain et en sous-traitance du vitrage qui avait été démonté des différentes restaurations énergétiques des bâtiments. Ça peut être faire du jardinage, ça peut être du lombric, ça peut être des milliers et des milliers d'idées, du recyclage de tissus, etc. Mais tout ça pourquoi ? Pour cet enjeu collectif qui consiste à dire les entreprises ont quelque chose de précieux à apporter aux politiques publiques, c'est le grain fin du retour au travail en accompagnant les plus exclus. Dominique, est-ce qu'à ce moment-là de tes convictions, tu ne te dis pas que tu es en train d'ouvrir la possibilité d'une espèce de nuit du 4 août de l'entreprise ou de grand Grenelle des entreprises en disant, au fond, les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus passer à côté de cette mission d'inclusion. C'est d'ailleurs dans l'intérêt de tous, donc dans leur intérêt. Est-ce que tu irais jusqu'à, puisque tu es théologienne, tu as le droit, proposer une notion d'entreprise intégrale comme le pape François, lui, a parlé d'écologie intégrale au moment où il a fallu qu'il ouvre largement le débat sur la question de l'homme par rapport à la nature. Est-ce que toi, tu es en train de dire, au fond, il faut ouvrir largement la question de l'homme par rapport à l'entreprise et proposer peut-être cette notion d'entreprise intégrale ? Alors, il me semble que dans cette notion d'intégrale, il y a à la fois une grande opportunité et un grand danger de l'usage de ce terme. Parce qu'intégral ne signifie absolument pas d'être dans une perspective qui voudrait absorber tous les itinéraires. Et ce que j'ai souligné, c'est la nécessité que chacun soit à sa place. Les pouvoirs publics ne vont pas faire le travail de l'entreprise, les associations ne vont pas faire le travail de l'entreprise, mais ensemble, en décloisonnant les silos, apprendre à gérer cette dynamique de exhaustivité. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'écologie intégrale ? C'est ne rien laisser en dehors de ce défi de transformation de nos imaginaires, de nos récits de la vie bonne. On travaille sur des dynamiques de vision du bien commun. C'est quoi une vision du bien commun ? C'est une vision dynamique dans laquelle on agrège les équipes, dans laquelle le projet social, le projet entrepreneurial, le projet citoyen trouve un horizon d'espérance qui nous dit aujourd'hui, la conflictualité, la violence sont des enjeux contre lesquels il nous faut nous élever, mais nous élever ensemble, chacun à partir des zones d'expertise et de talent qui sont les nôtres. Donc l'enjeu n'est pas que l'entreprise absorbe tout et qu'elle devienne le lieu de tous les savoirs, mais qu'elle permette de traverser et de construire des ponts dans la dynamique du pape François, cet enjeu de fraternité, parce qu'il ajoute fraternité universelle, c'est bien l'enjeu de construire des ponts qui permettent aux plus exclus, aux plus isolés, de retrouver ce regard qui reconnaît « tu es là et nous avons besoin de toi ». Bien sûr que tu es utile, précieux, unique, et que cela, les entreprises seules ne peuvent pas, les pouvoirs publics seuls ne peuvent pas, les associations seules ne peuvent pas, mais ensemble, créer des collectifs où l'enjeu
du caractère intégral, de la vision, on pourrait dire 160 degrés, de ce qui permet de construire du commun et de s'y tenir pour aujourd'hui et pour demain, ouvre l'horizon d'espérance dont on cherche à trouver des germes qui nous permettent de dire c'est possible, regardez, à Villeurbanne, à Mauléon, ça marche. Merci. Alors, comme François Morinière l'a dit, la Croix est partenaire des entretiens de Valpré. Dans l'hebdo de la semaine, l'hebdo de la semaine en fait, met en titre « Mon entreprise laboratoire de la société » et on donne la plume à un certain nombre, enfin là, on donne la plume, en tout cas on tend nos pages à un certain nombre d'acteurs. Donc quand on a préparé notre table ronde, on n'était pas contre de faire ça in vivo. Donc on a encore 9 minutes et 42 secondes pour cette table ronde. On est prêt tout à fait à prendre des questions. Donc s'il y en a qui ont l'audace de le faire, vous pouvez vous lever et on prendra votre question. Mais on ne s'interdit pas de s'interpeller mutuellement. Et moi, j'aurais, donc, pour lancer le débat, s'il n'y a pas une question qui se lève tout de suite, demander à Jean-Marie Petitclerc, qui nous a parlé tout à l'heure du regard, quand Dominique propose aussi en fait, de regarder mieux, de regarder largement, d'avoir un regard exhaustif sur la réalité pour proposer une nouvelle mission aux entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne dans ta réflexion? On parle beaucoup du vivre ensemble. Mais il me semble que pour construire le vivre ensemble, le faire ensemble est le meilleur outil de construction du vivre ensemble. Parce qu'il s'agit simplement de se côtoyer dans un esprit de tolérance. Non. Et là, pour moi, c'est là la valeur d'entreprise. Et je trouve important, parce qu'on voit des fois, à la fois il y a une bonne image d'entreprise dans le monde des jeunes, parfois elle est moins bonne dans le monde des éducateurs. Une entreprise, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui se réunit pour produire un bien ou un service qui va améliorer le bien-être de nos concitoyens. C'est ça l'entreprise. Combien je regrette aujourd'hui que les aspects financiers viennent en premier. Je vois effectivement, chef d'entreprise qui va parler d'entreprise, ça va d'abord être les chiffres. C'est comme si j'expliquais à mes paroissiens que la messe, c'est l'occasion d'avoir une quête. Ça serait quand même un petit peu, à mon avis, un peu limité. Bon, tant mieux, bien sûr, la paroisse aura besoin de l'argent des fidèles. Bon, mais c'est au service, tout ça. Bon. Donc, retrouver, je crois que c'est important, ce sens de l'entreprise et de permettre effectivement à ces jeunes d'être associés à un faire ensemble en ayant sa place. Pour moi, c'est ça la part spécifique que peut porter l'entreprise à la construction de ce vivre ensemble. C'est bien de rester dans cette idée du faire ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des vocations de journalistes parmi vous pour poser une question à nos intervenants? Bonjour Arnaud, Vincent Barneau, je suis actuellement directeur commercial à temps partagé. J'ai beaucoup travaillé en grande entreprise. Et la question que je me pose, c'est comment articuler ce que vous dites, qui est très fort sur la fraternité, avec la manière dont on gère l'entrée des personnes dans l'entreprise, processus de sélection, on en prend certains, pas d'autres. Et puis les situations où on est amené à faire sortir des gens de l'entreprise, alors soit parce qu'ils ont des comportements individuels qui posent problème, par exemple quelqu'un qui met en danger la sécurité, la sienne et celle des autres, qu'on peut être amené à exclure, ou bien la situation économique globale de l'entreprise, on entend parler des plans de licenciement actuellement, et donc on est amené à se séparer, l'entreprise est amenée à se séparer d'un grand nombre de collaborateurs. Donc comment penser de la fraternité avec cette réalité de la gestion des équipes? Merci. Merci. Alors Jean-Marie, on va te demander de rendre compte du mot fraternité que tu as apporté dans le débat, et puis peut-être Rodolphe aussi nous donner ton regard sur cette question de la gestion des ressources humaines en entreprise et de l'idéal du devoir de fraternité, comme tu disais tout à l'heure, Jean-Marie. Non, mais on comprend bien effectivement la nécessité pour l'entreprise de s'adapter au marché, de ne pas pouvoir tolérer des comportements inacceptables. Moi, ce qui me paraît important dans cette notion de fraternité, c'est la question du respect. Le respect de la personne dont on va se séparer, le respect de la personne dont on remet en cause des comportements. Vous savez,
j'effectue une différence entre la notion de tolérance, qu'on parle beaucoup de tolérance pour le vivre ensemble. Moi, je préfère la notion de respect, parce que quand on parle de tolérance, on parle de quoi? Est-ce que c'est la tolérance vis-à-vis des personnes? Ça me paraît un peu limité, je tolère mon voisin, c'est vraiment le minimum syndical. Je respecte mon voisin. Mais il y a tout un discours politico-médiatique où on installe la tolérance au niveau des personnes, puis on est dit qu'il faudrait tolérer toutes les idées, tous les comportements. Non, il y a des idées qui font avancer la fraternité, d'autres qui la font régresser. Il y a des comportements qui font grandir la fraternité, d'autres qui la détruisent. Mais ce qui me paraît important dans le respect, moi je revendique comme éducateur le fait d'être intolérant sur certains comportements des jeunes que je côtoie. J'essaie de les respecter toujours. Mais bien sûr, je vais être intolérant par rapport à des comportements de vol, de viol, d'agression. On ne peut pas éduquer dans l'intolérance, on éduque dans les valeurs. Par contre, respecter. Et donc ne jamais identifier, ce qui me paraît important, c'est de ne pas identifier la personne à ses comportements. Jamais vous m'entendrez parler d'un jeune délinquant. C'est quoi un délinquant? Par définition, c'est un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Le drame, c'est que dans la tête des gens, ça devient un jeune commet un délit parce qu'il est délinquant. C'est terrible cette inversion de causalité. On va faire des délinquants, une espèce de groupe de jeunes, la caractéristique serait de produire du délit. Je vais me dire qu'y a-t-il de commun entre le jeune de 19 ans qui fait le casse d'une épicerie et le jeune de 19 ans qui agresse sexuellement une enfant de 4 ans? Il n'y a aucun trait de personnalité commun. Bon, ils sont délinquants au sens de la loi. Donc, de ne jamais identifier la personne. Et dans ces procédures où effectivement il faut sélectionner, dans ces procédures où il faut licencier, on peut le comprendre, ce qui me paraît une notion essentielle, lié à la fraternité, c'est le respect. Je ne remets pas en cause ta personne, je remets en cause ce comportement que tu as eu. Comme j'aime à dire, et je terminerai là-dessus, quand je m'adresse aux parents, c'est complètement différent de dire à son ado « t'as fait une connerie » ou « t'es con ». On ne dit pas du tout la même chose. Dans le premier cas, on parle de la connerie, ça peut être une belle connerie, ils en sont capables. Dans le deuxième cas, on stigmatise à partir de la connerie, on étiquette. Combien c'est ça pour moi la fraternité? C'est pas tolérer tous les comportements, c'est pas, mais c'est être toujours respectueux de la personne, quels que puissent être ses écarts de langage ou ses comportements. Alors Rodolphe et puis Dominique. Je reviendrai sur le fait que l'appartenance à l'entreprise, dans le contrat que chacun a, il y a une attente aussi en termes d'équité et même de justice. La justice, ça va être la façon dont on va traiter le cas, mais en fait, chacun attend de son manager et de toute la hiérarchie, donc de l'entreprise dans son ensemble, parce qu'il a un traitement qui soit équitable et qu'un comportement inacceptable d'un autre le soit autant qu'il le serait si c'était moi-même qui l'avais commis. Donc, en fait, je pense que dans le corps social, il peut y avoir fraternité que dans la mesure aussi où les règles du jeu que donne l'entreprise sont appliquées avec équité entre tous les participants. Elles doivent être appliquées avec respect et justice, comme le disait Jean-Marie, mais c'est vraiment pour moi, c'est une condition sine qua non. On peut créer la fraternité, mais d'abord, il faut que tout le monde ait droit aux mêmes règles du jeu. Que nous dit notre théologienne? Alors, c'est simplement l'expression de cette question, le respect des règles communes, qui est effectivement extrêmement difficile pour des hommes et des femmes qui ont été exclus de ce type de régulation. Et dans les entreprises, donc dans les entreprises à but d'emploi que nous avons travaillé avec la Fondation Jean Rodin, parce qu'elles sont soutenues notamment par le Secours catholique, qui est très impliqué dans le processus, l'enjeu, c'était, dans ce monde entrepreneurial, en effet, vous avez raison, quand on quitte l'imaginaire de l'associatif, qui serait un imaginaire faux d'ailleurs, dans lequel il n'y aurait pas de règles, il y en a bien sûr, de respect mutuel, à la fois d'inconditionnalité, de la reconnaissance des personnes, mais en même temps aussi de capacité à dire « là, ton comportement est inacceptable ». Donc vous voyez, l'enjeu de passage, on pourrait dire, à cette entreprise et à ces liens entrepreneuriaux au sein de collectifs de retour à l'emploi, consistait à se dire, mais nous aussi, entreprise à but d'emploi, on va être et on est confrontés à la nécessité d'accueillir de nouvelles personnes, de nouveaux salariés, mais aussi de licencier. Et vous voyez, ça a été vraiment un retournement de l'imaginaire en se disant, bah oui, comment le faire de manière respectueuse et en même temps pour ne pas mettre en danger l'ensemble du projet et l'ensemble des collaborateurs. Donc, de fait, c'est une question, parce qu'il y a aussi, dans des entreprises à but d'emploi, il y a le droit du travail qui s'applique, donc les règles de ce droit du travail, des syndicats, un CSE, etc. Et donc, des partenaires sociaux qui apprennent ensemble ce que signifie respecter
ou abuser de ce contrat de confiance qui est tissé les uns avec les autres, pour que du coup, les rites aussi, moi je suis très frappée de voir à quel point, avec des personnes qui ont connu la grande précarité, l'enjeu des règles et des rites sont très très structurants et réconfortants. Ah oui, à ATD, ah oui, dans les équipes du Sapel ou de la Pierre d'Angle, ce qui est important, c'est qu'on nous écoute, on nous respecte et on a des règles. On a des règles. Confidentialité, par exemple, dans le groupe, mais aussi non-violence. Voilà. Et quelqu'un sera là pour être garant de cette règle. Merci beaucoup. Je continue avec le partenariat de la Croix, puisque dans le journal de vendredi, d'aujourd'hui, vous avez à disposition, il y a comme tous les vendredis le cahier spiritualité, religion et spiritualité, qui vous offre aujourd'hui plus d'une page sur le travail selon la Bible, voilà, dans lequel est abordé revisiter la question du travail, souvent présentée comme une punition, alors que dans la Bible, ce n'est pas le cas. C'est aussi l'occasion d'une réalisation de soi et d'un collectif. Et dans le collectif créé par le travail, il y a la notion de repos qui, selon la Bible, est indissociable du travail. Donc, étant donné le travail que vous avez fourni et l'attention dont nous avons tous fait preuve depuis ce matin, je pense que c'est un bon signe de finir avec cette notion de repos bien mérité. Merci. Merci Arnaud, merci à vous.